Communion franco-américaine sur les plages du débarquement en Normandie. Le combat d'aujourd'hui contre le terrorisme rejoint le sacrifice d'hier, a dit en substance George Bush. La France sait ce qu'elle doit à l'Amérique, a répondu Jacques Chirac. Émotion et colère à Vitry, près de Paris, une Porsche a percuté un abribus, bilan 3 morts, une mère et 2 de ses enfants. Les occupants de la voiture étaient, semble-t-il, connus des services de police pour trafic de drogue et familiers apparemment des courses-poursuites en pleine ville. Elle passe la main après 10 ans à la tête de la CFDT. Elle en a fait le premier syndicat français. Au soir de l'ouverture du 45e congrès de l'organisation, Nicole Notat est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure en duplex de Nantes. Sport, c'est confirmé, Zinedine Zidane ne jouera pas le match d'ouverture face au Sénégal, mais il espère retrouver les Bleus ensuite face à l'Uruguay. Tennis, première journée à Roland-Garros, tous les favoris, y compris Amélie Mauresmo, ont gagné. En ce moment, le très jeune Français Richard Gasquet tient tête à l'Espagnol Costa. Renaud, le retour après un trou noir de 7 ans. Le chanteur sort un disque pour raconter ses déboires, dépression et alcoolisme. Extrait et interview dans un instant. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Comme le jour du débarquement, le ciel était gris et pluvieux aujourd'hui en Normandie, mais 2000 personnes au moins, dont un certain nombre de vétérans, se sont retrouvés pour écouter George Bush et Jacques Chirac célébrer l'amitié franco-américaine. Discours à Sainte-Mère-Église, premier village libéré, visite au cimetière de Colleville-sur-Mer. Tout au long de cette journée, les deux hommes ont fait le lien entre le passé et le présent. Sur place, Alain de Chalvron, Cyril Paquier. Un homme seul au milieu de 9386 tombes. George Bush, dans l'émotion et le souvenir de tous ces jeunes Américains morts pour la liberté sur les plages de Normandie. 21 coups de canon retentissent. Puis la sonnerie aux morts. Alors que les deux présidents, français et américains, déposent des gerbes en forme de drapeau devant le monument. Ici, a dit le président Bush, le nouveau monde est venu libérer le vieux. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, des soldats meurent en Afghanistan pour une cause tout aussi juste. Une heure plus tôt, le chef d'État américain et Jacques Chirac étaient à Sainte-Mère-Église, première commune de France libérée grâce à des milliers de parachutistes dont l'un, John Stills, immortalisé par ce mannequin, est resté accroché de longues heures au clocher de l'église. Une église où s'est déroulée une brève cérémonie religieuse devant les deux couples présidentiels assis, comme unis, sur un même banc. Jamais nous n'oublierons ces morts au champ d'honneur, ces milliers d'hommes, souvent de très jeunes gens. Et aujourd'hui encore, nos deux pays luttent ensemble contre la barbarie terroriste. L'heure était décidément à la célébration, dans les mots mais aussi dans la foule, de l'amitié passée et présente entre les deux pays, quitte à oublier l'espace d'une journée les divergences. Oui, on a effectivement évité les sujets qui fâchent, mais dans son discours, Jacques Chirac a tout de même fait allusion à la nécessité de respecter l'environnement et d'inventer, je cite encore, de nouveaux modes de production et de consommation. La journée côté public, maintenant, je vous le disais, de nombreux vétérans ont revécu à cette occasion la bataille du débarquement. Paul de Genève, Christian Gallet. Il est à peine minuit quand ce 6 juin 1944, ces parachutistes sautent sur la Normandie. 3 divisions aéroportées, 23 000 hommes, c'est le jour J, l'opération Overlord est lancée. Leur mission, protéger les milliers d'hommes qui débarqueront aux premières lueurs du jour sur les plages du Cotentin. Les hommes de la 82e Airborne se posent sur Sainte-Mère-Église. À minuit et demi, le village est la première commune française libérée. Ce matin, autour de la petite église, ils étaient nombreux à suivre la messe. Anciens combattants venus remercier encore une fois l'allié américain. J'ai vécu le débarquement, j'avais 9 ans à Isigny-sur-Mer. Je m'en rappelle comme tous, comme si c'était hier. L'Amérique, c'est l'ami de toujours, de la France, depuis Lafayette. Ils n'ont pas oublié qu'on les a aidés à avoir leur indépendance. George Bush est le premier président américain en exercice à venir à Sainte-Mère-Église. Et il a choisi le Memorial Day, la journée du souvenir, pour tous les Américains morts au combat. C'est le jour où nous célébrons ceux qui ont donné leur vie pour nous tous. C'est émouvant d'être ici. Nous sommes très fiers en tant qu'Américains que notre président, M. Bush, soit là parmi nous. C'est magnifique de voir une telle cérémonie après toutes ces années. Les gens ne nous oublient pas et c'est très important. Merci. Une leçon de modestie
servi par des hommes entrés dans l'histoire sur les plages de Normandie. Et ce soir, George Bush a quitté la Normandie. Il est arrivé tout à l'heure à Rome, dernière étape de sa tournée européenne, où il doit notamment participer au sommet conjoint de l'OTAN et de la Russie, avec, vous le savez, un nouveau contrat de partenariat. En France, ce terrible accident à Vitry, une Porsche lancée à pleine vitesse a percuté un abribus. Elle a fauché 8 piétons, une mère et 2 de ses enfants ont été tués. Une autre femme devrait être amputée d'une jambe. Les riverains sont révoltés, mais pas vraiment surpris. Ce genre de conduite à risque serait de plus en plus fréquente. Les occupants de la voiture seraient connus pour trafic de stupéfiants. Reportage d'Indine Boudaoud, Aurélie Legrand. Des bouquets de fleurs en hommage aux victimes. À Jenny, la jeune mère de famille de 29 ans, et à ses 2 fillettes de 3 et 5 ans. Au lendemain de la tragédie, la population de Vitry est venue exprimer son écœurement. Prendre une voiture pilotée comme ça dans un arrêt de bus qui est réservé uniquement pour les bus et tuer des gens, c'est pas un accident. Moi, je considère ça comme un crime. Le bolide a fauché 8 personnes en plein centre-ville. De l'avis de tous les témoins, il roulait trop vite sur la voie réservée aux bus. Une mère de famille, arrivée sur les lieux, apprend que sa fille fait partie des victimes. Elle est en train de tomber. Là, j'ai peur, moi je croyais qu'elle va mourir. Après la police, ils ont dit que non, madame, elle est choquée, sinon elle n'a rien de grave. Mais comme je vois les autres comme ça, c'est grave, les petits, les mains, les pieds, tout ça. Elle m'a fait mal au cœur. À l'arrivée de la police, le conducteur de la voiture et ses 2 passagers ont déjà pris la fuite. Mais oui, on a vu des jeunes gens courir par là. En fait, le premier est parti par là. Déjà, il ne pouvait plus rester. Il a juste dit « Ah, il y a des morts » et ils sont partis. En fait, il y a 2 jeunes gens qui sont partis. 2 heures après le drame, les jeunes gens se livrent au commissariat. Tous sont connus de la police, tous pour trafic de stupéfiants. Ils sont âgés de 24 et 25 ans et affirment que la Porsche leur a été prêtée par un ami, connu lui pour escroquerie. Pour l'instant, les enquêteurs ont du mal à vérifier cette version. Le procureur de la République a prolongé les gardes à vue. Oui, garde à vue prolongée de 24 heures. À Brumath, près de Strasbourg, c'est un gendarme qui a été délibérément pris pour cible par un conducteur pris de fureur. Son fils venait d'être placé en garde à vue pour port d'armes. Sur place, Christine Boss, Sylvain Gauthier. L'adjudant-chef Jacques Vacheret souffre de polytraumatisme à la tête et à la cage thoracique. Il parle d'accident car il ne comprend toujours pas la réaction des parents d'un jeune homme en garde à vue qui l'ont volontairement percuté avec leur voiture. Lorsque je suis passé devant la voiture, le conducteur a démarré et m'a projeté sur le capot et sur le pare-brise. Donc j'ai effectué quelques mètres sur le capot de la voiture et j'ai chuté lourdement au sol. Donc le conducteur est parti. Les faits se sont déroulés ici, devant les locaux de la gendarmerie de Brumath hier soir vers 19 h. Un jeune homme connu des services de gendarmerie est placé en garde à vue pour port de couteau lorsque sa famille débarque, klaxon et insulte à l'encontre des gendarmes, et puis le geste fatal. Ils sont très défavorablement connus, des problèmes lourds, des problèmes graves de voisinage, et toujours très hostiles envers les forces de gendarmerie. Et là, ils ont franchi un pas qu'ils n'avaient pas franchi jusqu'à présent. Témoignage de soutien de nombreux gendarmes, également de l'état-major qui s'est rendu au chevet de l'adjudant-chef blessé. L'automobiliste en fuite, lui, a été interpellé ce matin et placé en garde à vue à la gendarmerie de Strasbourg. En bref, retour sur l'opération conjointe police-gendarmerie menée mercredi dernier, toujours à Strasbourg. Nicolas Sarkozy s'était rendu sur les lieux, qualifiant l'intervention d'exemplaire. 10 personnes avaient été interpellées. Eh bien, ce soir, le procureur annonce que 5 d'entre elles ont été mises en examen dans une affaire de recel de matériel audiovisuel notamment. Et parmi elles, 2 ont été écrouées. Des armes avaient également été saisies. Outre ce rapprochement police-gendarmerie, le gouvernement compte, vous le savez, déployer plus de policiers dans les zones sensibles pour rassurer, mais aussi pour harceler les délinquants. Un travail difficile, comme le montrent les expériences déjà menées dans le quartier des Halles, par exemple, au centre de Paris. Depuis le 11 septembre, une compagnie de CRS d'une 60aine d'hommes y est affectée à plein temps. Les résultats sont encourageants, mais limités. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Mathias Hillion, Didier Morel. C'est une guerre de territoire. Au Forum des Halles tous les soirs, des dealers présumés d'un côté, des policiers de l'autre. Tout le monde se connaît. Attendez-vous, le contrat de confiance il a été rompu, les gars. Je crois qu'on a été trop gentils avec vous.
Je crois qu'on a été trop gentil avec vous là. Vous faites toujours les beaux quand vous êtes à 15 avec 2 collègues. Hein, mais là, dès qu'on se retrouve petits bourricots, on sera à bout de point tout de suite. Hein. Dans ce sac, 200 € que leur propriétaire dit avoir retirés à la banque. Aucune trace de cannabis. À leur grand regret, les policiers s'apprêtent à relâcher la petite bande quand une bouteille est jetée du haut de l'escalator. Les policiers ne rattraperont pas l'auteur de ce geste. Ils décident de redescendre pour retrouver le groupe qu'ils viennent de relâcher. Nous retrouvons l'un des membres du groupe dans le métro. C'est parti en contrôle d'identité, vous voyez les billets à droite, à gauche et c'est pas normal. Et les coupiers derrière pour qu'on dégage ici et ça c'est pas du tout normal, monsieur. Ils vous disent quoi quand ils vous parlent? Tu viens faire du trafic ici, tu ramasses l'argent pour nourrir ta famille, c'est normal, c'est comme partout. Partout tu as besoin d'argent. Immédiatement après cette interview, le jeune homme est à nouveau interpellé. Il les aurait injuriés. Il nie. Direction le poste de police. Nouveau face-à-face et dialogue de sourds. Vous m'avez attrapé 3-4 fois pour trafic de stupéfiants. Jusqu'à présent, vous n'avez rien trouvé sur moi. Ah ouais. Jusqu'à présent, j'ai vu. C'est vrai, t'as fait comme ça pour trafic de stup et on garde à vue comme ça. Voilà. On a dit, ah monsieur, on va le mettre en garde à vue pour trafic de stup, mais on l'a attrapé avec rien, pas de shit ni rien. Si, avec les clients, si, bien sûr. Voilà. Pas de flagrant délit ce soir, il ressort libre. Malgré cette pression des policiers, une trentaine de personnes continuent à poser problème au Forum des Halles. Pour les autres, la présence massive de forces de l'ordre semble dissuasive. Après une forte hausse l'année dernière, le nombre d'infractions est en baisse de 5% depuis 4 mois. Une centaine d'hommes patrouillent chaque jour. Ils relativisent l'insécurité des lieux. Plus de 300 000 personnes par jour qui circulent sur le Forum des Halles. Et le Forum des Halles est un lieu de rencontre. À partir du moment où c'est un lieu de rencontre, c'est un vecteur où on peut voir des gens qui viennent de différents horizons. Et c'est cette différence qui parfois peut générer un sentiment d'insécurité. Mais le Forum des Halles est un des quartiers les plus sécurisés de Paris. Et à ce titre-là, on n'a pas plus d'incidents qu'ailleurs. Absolument pas. Attention aux amalgames. Si le Forum est un lieu de rendez-vous des Afro-Antillais d'Île-de-France, ses habitués n'ont rien à se reprocher pour l'immense majorité. C'est pas parce qu'on vient aux Halles qu'on est délinquant ou qu'on fait du banditisme ou qu'on vend quoi que ce soit, des trucs illicites. C'est le quartier des Halles, c'est un lieu de rencontre, de drague, de musique. La situation s'améliore donc aux Halles. Difficile pourtant d'en tirer des leçons. La baisse du nombre d'infractions est faible et demande à être confirmée dans les mois qui viennent. Le jugement dans l'affaire Rivalan, cet ancien juge du tribunal de commerce de Paris, poursuivi pour avoir favorisé une société dont il est devenu ensuite consultant. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. L'actualité sociale avec l'ouverture du 45e congrès de la CFDT, une page se tourne pour l'organisation, mais aussi pour la vie publique française, puisque Nicole Notat passe la main après 10 ans à la tête du syndicat. C'est elle qui a décidé de partir. Et si on en parle autant de ce départ, c'est parce qu'elle a fait de la CFDT le premier syndicat français pour le nombre d'adhérents, 865 000, dont plus de la moitié dans le secteur privé. À titre de comparaison, le nombre d'adhérents de la CGT serait de 650 000. Merci Nicole Notat d'être avec nous en duplex de Nantes, où se tient ce congrès. D'abord, on va revenir sur votre bilan, largement salué aujourd'hui. On en reparlera, mais ce sont des années qui n'ont pas été de tout repos. Martin Goès, François Baudonnet. Chaque personne a un style, chaque personne a des atouts qui ne sont pas forcément les mêmes. J'espère peut-être aussi que l'arrivée d'une femme à la tête d'une confédération syndicale dans ce pays constitue peut-être un petit électrochoc. 10 ans après, l'effet Notat est allé au-delà de l'électrochoc. Nicole Notat a marqué le paysage syndical français. Proche d'Edmond Maire, elle milite pour un syndicalisme apolitique. Elle le montrera en 1995. Nicole Notat est alors la seule leader syndicale à soutenir la réforme de la Sécu, le fameux plan Juppé. Contestée, conspuée, bousculée, elle ne cède pas. Elle se coupe d'une partie de sa base. Il lui faudra 3 ans pour faire taire ses détracteurs au sein de la CFDT. On la surnomme alors la Tsarine. Nicole Notat enfourche ensuite un autre cheval de bataille, les 35 heures. Avec Martine Aubry, la ministre du Travail, elle affronte le patronat. En 2000, les choses s'inversent. Alliée au MEDEF, elle fait face au gouvernement pour mettre en place le nouveau système d'assurance chômage. Certains l'accusent de trahison.
Il est évident qu'il y a eu pendant quelques mois ou quelques années, depuis la transformation du CNPF en MEDEF, une volonté ouverte de la part de messieurs Sellière et de Kessler de se rapprocher de la CFDT, pas exclusivement de Nicole Notat, de la CFDT. Bon, Nicole Notat a été cet instrument. Son successeur, c'est elle qui l'a choisi. François Chérec a une mission, elle est très claire. S'il est fidèle à la CFDT, à ses orientations, ça suffira. Nicole Notat va maintenant devenir patronne. Elle prend la tête d'une agence de notation des entreprises. En observant leurs pratiques sociales, l'ancienne institutrice désignera les bons et les mauvais élèves. Nicole Notat, parcours mouvementé, vous avez été critiqué, mais là, cette semaine, vous partez et tout le monde vous salue, tout le monde tire le chapeau, notamment dans la classe politique. Vous êtes devenu très consensuel. Que ressentez-vous à ce propos-là? Je me dis qu'avec le temps, les temps changent. Et que donc il faut savoir à certains moments sûrement supporter, accepter des critiques parfois difficiles. Mais dès lors que c'était mon cas, c'était le cas de la CFDT, nous considérions que nos positions étaient justes, qu'elles valaient le coup d'être défendues, bien ne pas les abandonner au motif que c'était difficile. Et puis finalement, on en récolte les fruits. Et tout de même, quand on dit que vous avez trahi une certaine forme de syndicalisme en choisissant le compromis, la réforme... Oui, il y a eu de la polémique. Il y a d'ailleurs des gens qui ne partagent pas les positions de la CFDT, celles que j'ai exprimées, et c'est bien leur droit. Mais enfin, ce que je vois, c'est que de plus en plus de salariés font confiance à la CFDT, ils y adhèrent. Aux élections professionnelles, nos résultats sont plutôt bons. Donc ce qui compte à mes yeux, c'est de savoir si les salariés se reconnaissent dans le type de syndicalisme de la CFDT, un syndicalisme exigeant qui ne fait pas de cadeaux, contrairement à ce qu'on pense au patron, mais qui veut tout simplement être efficace, être utile dans les réalités de travail et d'emploi d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un regret, Nicole Notat, après ces 10 ans? Quelque chose que vous pourriez changer? Sans doute. Sans doute, je ne suis pas sûre d'ailleurs d'être seule responsable de cette situation, mais le regret, c'est que le paysage syndical français en soit encore davantage dans un état de division, de difficulté à se parler, à s'entendre, à se comprendre, qu'à des jeux qui doivent, à mes yeux, devenir plus coopératifs. Mais j'ai bon espoir que ça vient. Bon, je vais vous fâcher, Nicole Notat. Je vais vous parler de politique. Je sais que vous n'aimez pas ça. On vous en a beaucoup parlé. Vous avez dit « ça ne m'intéresse pas ». Mais je voudrais savoir pourquoi, au fond, ça ne vous intéresse pas, vraiment. Au-delà de mon goût personnel, je pense que j'ai occupé une fonction qui était une fonction de responsable syndical. J'ai mis avec la CFDT tellement de temps à faire comprendre que la fonction politique et la fonction syndicale, toutes les deux très utiles, étaient aussi très différentes et qu'il ne fallait pas de confusion des genres. Alors si aujourd'hui, à peine avoir terminé mon mandat, je me destinais vers une fonction politique, je crois qu'à nouveau je brouillerais cette idée. Oui. Je serais moi-même à la source de cette confusion. On voit ça en Allemagne, par exemple. Oui, mais l'Allemagne n'est pas la France. Et en France, je crois que pendant trop longtemps, les salariés nous ont reproché d'être trop politisés, les syndicats. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui continuer à tracer le sillon du syndicalisme autonome et indépendant. C'est ce qu'a voulu la CFDT, c'est ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle commence à être lisible sur ce terrain. Et c'est pas le moment de faire un retour en arrière. Vous aviez eu des propositions fermes? Non. En plus. Merci Nicole Notat d'avoir répondu ce soir à nos questions. Je rappelle que c'est donc François Chérec, on l'a vu son visage tout à l'heure, le fils de l'ancien numéro 2 de la CFDT et ancien ministre aussi, qui prendra votre suite. Il a 45 ans, il est éducateur spécialisé de formation. Martin Gouès vous le présentait hier. L'actualité sociale encore avec le mouvement des médecins. Malgré les promesses du gouvernement, les syndicats ne relâchent pas la pression. Nouveau type d'action, le déconventionnement. Les médecins prennent leur liberté vis-à-vis de la Sécu pour augmenter les tarifs. Aujourd'hui, c'est dans l'Orne que l'opération a été menée. Amaury Guibert, José Boulestex. Est-ce que pour l'avis, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez lever la main pour l'avis ou pas? Oui ou non? Plusieurs dizaines de mains levées, c'est l'unanimité parmi les médecins de la coordination de l'Orne. Ils ont décidé de se déconventionner, en clair, ils ne seront plus affiliés à la sécurité sociale. Après la grève, une nouvelle action plus radicale des généralistes. Parmi eux, Frédéric Gay. Il connaît les conséquences que cela aura pour ses patients. Des tarifs libres et 60 centimes d'euros seulement remboursés par consultation. Mais il assume entièrement. C'est un acte fort là que l'on fait, le déconventionnement.
Ça s'est pratiquement jamais fait en France, hein, à une telle échelle. Et c'est vraiment pour indiquer qu'il faut que les choses changent et qu'il faut que tout se renégocie très rapidement. Faute d'avancer dans les négociations, Frédéric Hay pratique déjà ses propres tarifs. 20 € la consultation, 30 € la visite. Et c'est le patient qui est sollicité. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, hein. C'est toujours le problème, parce que pour l'instant c'est le patient qui subit les conséquences et c'est pas tout à fait normal, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour le déconventionnement, ce n'est pas avant 2 mois, procédure oblige, que le patient ne sera plus remboursé. La mesure est donc surtout symbolique. Alors les médecins attendent beaucoup de la rencontre prévue demain entre le ministre de la Santé Jean-François Mattei et le représentant des caisses d'assurance maladie. Oui, mais problème, comment financer, si elle est accordée, cette augmentation des tarifs à 20 €? Eh bien, le secrétaire d'État au PME, Renaud Dutreil, a donné tout à l'heure sa réponse. Pour lui, ce sont les cotisants qui paieront. Sous-entendu, la facture va augmenter. On l'écoute, c'était sur e-télévision. Il faut que les médecins, ceux qui soignent, qui prennent des risques personnels, qui ont la vie d'autrui entre leurs mains, qui souvent travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, je pense en particulier aux généralistes, il faut qu'ils soient reconnus à la fois socialement. Diagnostic, mais comment on finance? Alors comment on finance? C'est très simple. On financera de toute façon par des prélèvements, des cotisations qui financent l'assurance maladie. Il n'y a aucune autre solution. Voilà qui nous amène à la politique. Moins de 2 semaines avant les législatives, question: qui serait Premier ministre en cas de victoire du PS? Pour ceux qui auraient des doutes, François Hollande, qui mène campagne, a indiqué qu'il était prêt. On l'écoute, c'était tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Nous sommes donc prêts collectivement à venir aux responsabilités du pays et individuellement, pour ce qui me concerne, j'y suis prêt à la fonction que j'espère être la plus haute. Et qui n'est pas la présidence de la République. Pas encore. Voilà, c'est clair, mais apparemment il faudra convaincre. Hier, Dominique Strauss-Kahn affirmait, je cite, qu'il n'y a pas d'automaticité. Nous entamons ce soir une série de reportages sur des circonscriptions test ou particulièrement disputées. Pour commencer, la très difficile bataille d'un des ténors du PS, son porte-parole, Vincent Peillon, élu de la Somme, un des fiefs des chasseurs qui ont juré de le faire chuter. Hélène Hugues, Fabrice Dujardin. Bienvenue en baie de Somme, sauf parfois pour le député sortant, le socialiste Vincent Peillon. Depuis 1997, il essuie les attaques nourries des chasseurs, parfois violentes, comme ce jour d'avril 2000, où coincé dans une manifestation, il a dû être évacué par hélicoptère. On avait déjà dit c'est le parachuté, il arrive, après il est litroyé, et il va s'en aller comme ça. Mais je crois que d'une certaine façon, ce serait dire oui, j'ai mauvaise conscience, j'ai pas fait mon travail. Alors j'ai exactement le sentiment contraire par rapport à tous les sujets, mais y compris par rapport au sujet de la chasse. Sur le terrain, il défend le bilan de la gauche, mais sur la loi Voynet qui réduit la période de chasse au gibier d'eau, il peine à convaincre. On a perdu du temps, ça je suis d'accord. Ah ouais, c'est vrai que vous n'avez pas été quand même pour les chasseurs. Non, si, totalement pour les chasseurs. La chasse ici fait partie de la culture. Et comme aux européennes, le vote chasseur pourrait se porter largement sur le candidat de CPNT. S'il pense pouvoir gagner, Nicolas Lotin veut surtout faire perdre Vincent Peillon. Vincent Peillon, quelque part, c'est quand même un peu à cause de lui qu'on est là aujourd'hui. Et c'est à cause de lui et de tous ses amis et du gouvernement Jospin qui nous ont un petit peu laminé. Ah, salut Arnaud. Monsieur Jérôme. Ça va? Non, moi c'est Olivier. Olivier, pardon. Candidat unique de la droite, Jérôme Bignon se garde bien d'aller chasser sur les terres de ses adversaires. Pour redevenir député, il rassemble son camp, ménage les chasseurs et s'affiche de droite sans complexe. Raffarin nous donne confiance dans l'idée que on peut revendiquer les valeurs de la République sans faire semblant d'être de gauche. 8 autres candidats se disputent la circonscription sous les étiquettes Lutte ouvrière, LCR, PCF, Vert, Pôle républicain, Droite chasse, MNR et Front national. L'actualité à l'étranger, d'abord ce nouvel attentat suicide en Israël il y a 3 heures à la porte d'un salon de thé près d'un centre commercial à Petah Tikva, près de la ville de Kalkilia. Il y a 2 morts, dont une fillette, en plus du kamikaze. À Jérusalem, Bertrand Coq. Un landau renversé au milieu des éclats de verre, c'est la scène de l'attentat devant un centre commercial de la banlieue sud de Tel Aviv. Le kamikaze a déclenché sa bombe à l'entrée du salon de thé. Il y avait du monde, c'était la fin de l'après-midi. Les gens faisaient leurs courses, les mères avec leurs enfants. 25 blessés, 2 morts en plus du kamikaze, une petite fille de 3 ans et une vieille dame. Cette femme blessée au visage raconte qu'au moment de l'explosion, elle était en train d'acheter une glace avec son bébé.
Première réaction du gouvernement israélien, Yasser Arafat parle de réforme mais ne fait rien contre le terrorisme. Les brigades d'Al-Aqsa, un groupe proche du Fatah, du dirigeant palestinien, revendiquent l'attentat, comme il l'avait fait pour celui de mercredi dernier. Depuis 2 jours, l'armée israélienne réoccupe Bethléem, où elle procède à des dizaines d'arrestations. Les services de sécurité israéliens affirment être en mesure d'empêcher 90% des tentatives d'attentat. Mais celui de ce soir montre que des kamikazes réussissent encore à passer à travers les mailles du filet. Oui, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, Israël retient toujours un peu plus d'1 millier d'hommes capturés lors des récentes opérations et détenus notamment dans cette prison dans le désert du Negev. Une délégation de parlementaires a été autorisée à les visiter. En Tunisie, le triomphe sans surprise du président Ben Ali, résultat définitif du référendum, 99,52% de oui, résultat qui permettra donc au chef de l'État, au pouvoir depuis 15 ans, de postuler à un 4e et un 5e mandat, de quoi conforter ce régime autoritaire qui ne tolère aucune réelle opposition, mais qui a su contenir la poussée islamiste très forte partout en Afrique du Nord. Alors cette répression féroce serait-elle le prix à payer pour la laïcité, la stabilité et la croissance? Sur place, nos envoyés spéciaux Maryse Burgot, Jean-François Monnier. Le seul orchestre féminin de musique classique du monde arabe. À sa tête, Amina Asrafi, tunisienne, est fière d'appartenir à un pays qui a aboli depuis longtemps la polygamie ou la répudiation. Hier, toutes ces musiciennes ont voté oui au référendum modifiant la Constitution, oui au président Ben Ali. Parce qu'il a su, selon elle, lutter contre le fanatisme religieux et donc préserver le statut des femmes. Je suis tunisienne et musulmane et je n'aimerais pas un de ces jours que mon pays se retrouve dans les ruines et dans des choses que l'on n'aime pas voir et dans la guerre à cause des intégristes. Dans les quartiers populaires de Tunis, pas de tchador. Les islamistes menaçaient de prendre le pouvoir il y a moins de 15 ans. Leur mouvement est aujourd'hui laminé, les membres actifs exilés, emprisonnés ou réduits au silence, comme cet homme qui a passé 5 ans dans les geôles tunisiennes. Très difficile pour moi et pour tous les autres islamistes. Très difficile. On n'arrive pas à gagner notre pain. On n'arrive pas à vivre convenablement. Une répression que dénoncent aujourd'hui les intellectuels. Mohamed Charfi fut un proche de Ben Ali. Il fut même ministre de l'Éducation pendant 5 ans. Mais en 1994, il démissionne, dégoûté par les méthodes du président. Le danger était réel. Je ne veux pas le minimiser. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour qu'un régime qui est parti démocratique devienne autoritaire. Et c'est bien l'un des paradoxes de ce pays, très ouvert sur l'extérieur avec 5 millions de touristes par an, mais enfermé dans des méthodes de gouvernement qui laissent peu de place à l'opposition, qu'elle soit islamiste ou non. Autre vote et autre triomphe, celui en Colombie d'Alvaro Uribe, élu président dès le premier tour avec 53% des voix. Ce docteur en droit de 49 ans, ancien gouverneur de la province de Medellín, prône la manière forte face à la guérilla. Son propre père a été tué par les FARC. Lui-même est entouré de 120 gardes du corps et souhaite doubler le nombre de policiers et de militaires dans le pays. Cela dit, il a appelé dans ses premières déclarations à une médiation internationale. L'Union européenne s'en félicite. Message de soutien également de Washington. Par ailleurs, on est toujours sans nouvelles d'Ingrid Betancourt, enlevée il y a un peu plus de 3 mois. 2 mots encore de l'actualité à l'étranger. Après le mystérieux crash du Boeing de China Airlines, désintégré en vol, les autorités taïwanaises excluent la thèse d'un missile ou d'un attentat. Les recherches des boîtes noires se poursuivent. Et puis cet accident très spectaculaire dans l'Oklahoma. Une barge a percuté et emporté ce pont autoroutier. Une dizaine de véhicules ont été précipités dans l'eau avec leurs occupants. 10 à 20 personnes sont portées disparues. Le capitaine de la barge aurait eu une attaque cardiaque d'après les autorités. En France, 2 affaires remettent la question des mariages forcés au centre de l'actualité. Dans la Drôme, d'abord à Bourg-les-Valences, c'est une jeune fille d'origine arménienne et syrienne qui a fugué pour y échapper. Elle est aujourd'hui confiée aux services sociaux. Et puis à Paris, on se dirige sans doute vers le premier procès d'un mariage forcé. Une adolescente d'origine malienne s'est confiée elle aussi à la justice. Elle avait été vendue, entre guillemets, 4 000 francs, plus une prime de virginité de 500 francs à son futur mari. Pour les associations, quelques 70 000 adolescentes seraient concernées. Enquête Anne Guéry et Frédéric Delarue auprès d'une jeune Sénégalaise qui a vécu cette expérience.
C'était il y a 2 ans. Fatoumata était encore au lycée quand ses parents ont décidé de la renvoyer au pays, juste parce qu'elle vivait une amourette avec un lycéen non musulman. Séquestrée au Sénégal pendant 4 mois, c'est grâce à la pression du gouvernement français qu'elle pourra rentrer à Paris. C'était il y a 2 ans, mais Fatoumata n'a rien oublié de cet enlèvement. Elle n'a rien pardonné. C'est une blessure, c'est quelque chose que je pense que je ne l'oublierai pas. D'abord parce que c'est vrai que ça m'a montré jusqu'où les parents peuvent aller pour des questions d'honneur, pour des questions de culture et tout ça. Et ça m'a blessée parce qu'on ne s'attend pas à voir ça de la part de ses parents. Retour forcé au pays ou mariage forcé, même logique. Fatoumata a rompu avec ses parents. Elle a créé une association pour lutter contre ces pratiques jugées illégales en France et pour dire aux familles qu'elles risquent d'être punies. La première chose, c'est d'abord leur rappeler quand même qu'il y a des lois qui existent et qui interdisent ça. Donc après, on peut dire que ce sont des affaires de culture, mais ce ne sont pas des affaires de culture. On ne peut pas dire que le mariage forcé, c'est une agression, donc ça ne peut pas être considéré comme une affaire de culture. Pour les associations, le procès annoncé est très attendu. Sans doute permettra-t-il de mieux convaincre les familles, car pour l'heure, la prévention n'empêche guère les affaires de se multiplier. C'est vrai que nous actuellement, et je pense que c'est à peu près le cas pour toutes les associations qui militent sur ces questions, nous avons à peu près 2 à 3 nouvelles situations par semaine. Mais si on ramène ça aux 70 000 adolescentes concernées, et nous ne décomptons pas les jeunes majeurs, cela fait un très grand nombre de jeunes filles. Des statistiques qui s'affolent en période d'été, car souvent, les parents profitent des grandes vacances pour renvoyer leurs enfants au pays. À propos d'enfants et de mariage, la condamnation de Marc Egbal à 2 ans de prison ferme. Marc Egbal est ce père divorcé qui avait enlevé sa fille Sarah et agressé son ex-femme. Le magazine Envoyé spécial notamment y avait consacré un long reportage. Il annonce qu'il ne fera pas appel. Justice toujours, mais on change complètement de domaine avec la bataille de 2 fabricants de dessous masculins. La société Homme accuse DIM de concurrence déloyale. Objet du litige, c'est très sérieux, les slips à ouverture horizontale. Frédéric Vion, Caroline Gauthier, Caroline Boiteau. Et ma femme qui les achète, je les veux amples, avec élastique tour de taille, une fente au milieu et de préférence en forme de poche. La fente au milieu, on dira plutôt la poche kangourou d'ailleurs, a longtemps été le summum de l'élégance masculine en matière de sous-vêtements. Dans les années 70, le caleçon s'affiche enfin sur les écrans, mais on est encore loin de ceci. Un look qui ne fera fureur que 25 ans plus tard. 1997, la marque Homme propose ouverture révolutionnaire, maintien sans compression. Le caleçon vit un tournant historique. Concept révolutionnaire à braguette horizontale, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Tellement révolutionnaire que la justice a dû s'en mêler. Selon Homme, la bonne idée aurait été copiée 2 ans plus tard par DIM, le leader du marché. DIM qui, lui, conteste que l'idée soit nouvelle et donc protégée. La concurrence déloyale, c'est quand on utilise des moyens déloyaux. Nous n'avons pas utilisé de moyens déloyaux, nous avons simplement fait un produit, on l'a mis en vente, c'est tout. Par rapport aux sous-vêtements habituels que portent les hommes, il est bien évident qu'il y a une facilité qui n'existe pas avec les slips sans fermeture. Et l'enjeu est de taille, car il se vend en France chaque année près de 50 millions de slips et caleçons, soit à peine 2 ou 3 par homme adulte. Certains modèles vont, il est vrai, jusqu'à 30 € pièce, un prix qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Les sciences, la semaine dernière se tenait la journée internationale de sensibilisation à la biodiversité à l'initiative de l'UNESCO, un mot savant pour évoquer la nécessité de sauver les espèces. En France, des programmes sont en cours, exemple réussi avec le bouquetin et le gypaète dans les Hautes-Alpes. Reportage Agnès Monteux, Cyril Paquet. Au milieu des montagnes, une présence de moins en moins rare. Il y a un siècle, les bouquetins avaient pourtant tous disparu, chassés jusqu'au dernier par l'homme, sauf quelques-uns en Italie. Réintroduits depuis 30 ans, ils sont aujourd'hui très protégés. Il y a des femelles seules, celle qui est sur la crête, là, elle est pleine. On estime qu'il serait aujourd'hui près de 100 000 dans les Alpes. L'espèce semble sauvée. Il y a une très belle population maintenant, les individus se reproduisent sans problème, les populations se maintiennent sans problème.
Ce succès a encouragé d'autres réintroductions. Sur le même massif, au-dessus des bouquetins, planent de rares gypaètes barbus. Ces grands vautours de 3 mètres d'envergure avaient eux aussi tous disparu. Leur réintroduction est lente et compliquée, elle est forcément liée à celle du bouquetin. Le bouquetin qui va rester sur ces montagnes pendant tout l'hiver va mourir, des avalanches, des accidents qui peuvent lui arriver, et la carcasse de ce bouquetin va servir à nourrir le gypaète à une période sensible. Réintroduire ces animaux sauvages, d'accord, disent les éleveurs, même s'ils ont un peu peur pour leurs troupeaux. Je pense qu'on n'aura jamais de grosse population de gypaètes. Par contre, une grosse population de bouquetins pour amener des maladies. La réintroduction dépend aussi de l'attitude des touristes. Escalade à côté des vautours, promenade trop près des bouquetins, autant de nouveaux loisirs qui perturbent profondément les animaux. Sport, football, un coup dur pour la France, c'est donc une certitude. Zinedine Zidane ne disputera pas le match d'ouverture contre l'équipe du Sénégal. Ma blessure n'est pas vraiment grave, dit-il à nos confrères du Parisien, mais il faut que je me repose 3 ou 4 jours. Julien Hérichon. On le traque, on le guette, on observe chacun de ses gestes. Une petite moue de Zidane et c'est l'inquiétude qui grandit. Ce matin, le meneur de jeu français a passé plusieurs examens. Zidane est protégé, bonne ou mauvaise, difficile d'obtenir des nouvelles de sa santé. Zidane a finalement déclaré lui-même qu'il serait absent pour au moins un match, son IRM montrant clairement une petite lésion au quadriceps. Touché lors de la rencontre amicale France-Corée du Sud, Zidane est donc forfait pour le match d'ouverture contre le Sénégal. Zidane blessé, sujet sensible chez les Bleus, moins on en dit, mieux on se porte. J'ai pas vu Zizou ce matin, vous voyez. Hier soir, je l'ai très peu vu, à part dans le bus, et après chacun est rentré dans sa chambre. Donc j'ai pas de détails précis à vous donner dessus. Hier, il a été certainement très inquiet. Ce matin, il remarche normalement, il y a l'espoir qui renaît, vous le savez. Souvent, on s'endort avec des idées un peu noires, et puis le lendemain matin, devant sa glace, pour Zinedine, ce sera la même chose. Ce matin, les Français ont remporté 2-1, un match d'entraînement contre un club sud-coréen. Sans Zidane, les Bleus sont forts, mais avec Zidane, les Bleus sont bien meilleurs. Vendredi prochain, France-Sénégal, il faudra être costaud malgré tout, l'emporter quand même, et espérer un retour de Zidane, vite, très vite. Oui, justement, petit calcul statistique à titre d'information. Depuis sa première sélection, lorsque Zinedine Zidane joue, l'équipe de France compte 69% de victoires. Sans lui, le taux de victoire ces dernières années tombe à 52%. Tennis maintenant, le début des internationaux de France à Roland-Garros. Pas de surprise, victoire des principaux favoris. Un invité indésirable, comme souvent, la pluie. Nathanaël de Rinxin, Nadine Picard. Ça ressemble à une mise au point. Presque une réconciliation avec le public de Roland-Garros. L'an passé, Amélie Mauresmo avait quitté le tournoi dès le premier tour, sous les sifflets du central. Cet après-midi, elle s'est imposée sans suspense et en 2 petits sets. Plus offensive, plus agressive. Au petit bonheur la chance, Mauresmo monte au filet cueillir sa victoire, avec parfois un brin de réussite. De l'autre côté du terrain, Camille Pain n'a guère que son sourire à opposer à la tête de série numéro 10. Je crois que j'avais besoin d'une petite opposition, d'un petit combat. C'est ce qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà, ensuite, je vais pouvoir voir un petit peu plus loin maintenant. Avec son bandana dans les cheveux, en haut de l'écran, le Français Sébastien de Chonac, 173e joueur mondial, pour sa première participation à Roland-Garros, s'est offert une victoire sur Michael Chang en 5-7 et près de 4 heures de jeu. Nettement plus attendu, Richard Gasquet, du haut de ses 15 ans et demi, ne nourrissait aucun complexe face à l'Espagnol Albert Costa. Un premier set, remporté 6-3. Vexé, l'Espagnol s'est réveillé et a enlevé les 2 manches suivantes, juste avant que la pluie ne renvoie tout le monde au vestiaire. Et le match vient de reprendre. L'Espagnol met maintenant 2-0 dans le 4e set. Service à suivre. Allez, on regarde ce point. Non, on n'ira pas jusqu'au bout. Musique, le retour de Renaud. Après 7 ans d'absence, le chanteur vedette des années 70, Marche à l'ombre, Laisse béton, sort demain Boucan d'enfer, un album personnel. Il évoque son naufrage, dépression, alcoolisme, divorce et aussi le retour de l'inspiration. Marie-Hélène Bonneau, Laurent Siron.
Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renault et le renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. La souffrance, c'est très rassurant, ça n'arrive qu'aux vivants, chantait Renaud il y a 7 ans. La souffrance et les chagrins, il les a mis en musique et les raconte avec pudeur et émotion. Docteur Renault, Mister Renard. Je reviens de loin. J'ai traversé une période de ma vie un peu noire, victime du mal du siècle, la dépression, que je soignais par des mêmes médicaments que je croyais efficaces mais qui étaient des poisons. L'alcool, les antidépresseurs, les conneries comme ça. Et j'étais pas bien dans ma tête, pas bien physiquement. Cœur en miettes, en détresse, en compote, en morceaux, en lambeaux, on débote. C'est pas mon album le plus gai que j'ai jamais fait. Disons qu'il y a dans cet album beaucoup de chansons personnelles. Je parle peut-être un peu moins du monde que dans les albums précédents, je parle plus de moi. Mais moi, ma seule ambition, c'est de faire de belles chansons, de jolies chansons, quel que soit le sujet traité. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Il n'oublie pourtant pas la fureur du monde qu'il chante en duo pour la première fois et il a choisi Axel Red. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Il a enregistré son clip avant de partir au Canada, tourner un film avec Hervé Kettel, Depardieu et Johnny. En décembre, il sera sur la scène du Zénith. Docteur Renault, Mister Renard. À 50 ans, comme l'avait fait Gainsbourg, Renaud nous dévoile son autre visage. Docteur Renault, Mister Renard. Voilà, et retour sur scène prévu en décembre, sans doute. Fin de cette édition, assure la météo Nathalie Riouet. Là aussi, c'est le trou noir pour quelques jours. 23h, mots croisés avec Arlette Chabot. Émission à suivre ce soir. Comment expliquer la montée du populisme et de l'extrême droite en Europe avec de nombreux invités. Jean-Louis Borloo, Bernard Tapie, entre autres. Minuit 35, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin, Françoise Laborde recevra Claude Heurteux, co-dirigeant du groupe Vendôme à Rome à Tisréal. On se quitte avec ces images du retour de la neige. Retour dans les Alpes suisses la nuit dernière, 20 cm près d'Andermatt. L'école du Gothard et de San Bernardino ont dû être fermées. À demain.